Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est une star. C'est un honneur de vous recevoir. Bonjour, cher Philippe Bouvard, comment allez-vous? Eh bien, pas trop mal, comme on va à presque 92 ans, c'est-à-dire en considérant que le plus gros est fait, ouais, mais que ce qui reste à faire n'est pas indifférent. Voilà, écoutez, je me suis régalée à lire votre livre. On s'en souviendra, point d'exclamation, petit précis de virologie polémique. Je vous ai retrouvé tel qu'on vous a toujours connu, avec de l'esprit, de l'humour, assez féroce dans ce livre. Vous revenez dans ce livre sur cette pandémie, sur le Covid qui vous a touché également. C'est ce qu'on apprend dans le livre. Vous n'êtes pas tendre avec notre président de la République et ses ministres. Oh, écoutez, je ne sais pas d'ailleurs nommément que j'ai mes têtes de turc, c'est d'une façon globale. C'est-à-dire, il y a d'un côté les citoyens que nous sommes et qui n'avons de pouvoir que les jours de scrutin, et de l'autre, des gens qui nous imposent des mesures qui vont généralement contre toutes les libertés, sans pour autant qu'on soit assuré d'aller vraiment mieux. Parce que, bon, moi, vous parlez d'humour, moi, évidemment, c'est quelque chose qui m'est cher, mais qu'il convient de mettre un peu en veilleuse quand on voit que la pandémie a fait en France 117 000 morts à l'heure où nous parlons. Il y avait une très belle phrase de M. Bruno Le Maire. Vous savez, c'est le ministre de l'économie qui est devenu le chantre de la dépense. Il disait on ne compte plus les milliards quand on compte les morts. Moi, je dirais quand on compte les morts, on compte plus beaucoup sur la rigolade. Ouais. Bon, mais en revanche, on peut substituer à la rigolade des protestations plus ou moins véhémentes selon le tempérament, selon le support, et on peut quand même dire encore tout ce qu'on a sur le cœur. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Mais alors, je me suis rendu compte quand même, et c'était pas du tout mon postulat de départ, que c'était devenu un petit brûlot anti-gouvernemental. Ah oui. Or, je suis pas systématiquement anti-gouvernemental, même si depuis une dizaine d'années, ce sont pas mes amis, ou en tout cas les politiques pour lesquels j'ai de la sympathie, qui sont au pouvoir. Ouais. Non, mais quand quelqu'un comme Monsieur Macron, que j'admire, parce que il est beaucoup plus cultivé et c'est un surdoué que moi, quand on voit combien il patauge, combien il accumule des mesures qui sont contradictoires et pas toujours efficaces, on peut douter non pas du pouvoir, mais de ceux qui conseillent le pouvoir. Ouais. Oui, enfin, vous le surnommez Monsieur Je me mêle de tout. Alors effectivement, vous pointez, c'est assez édifiant quand on remarque tout ce que vous avez compilé dans le livre de contradictions. Quand vous dites que vous ne vous en prenez pas aux gens nommément, vous avez un chapitre tout à fait savoureux sur les stars, je crois que ça s'appelle les nouvelles stars, et j'aime bien aimé ce que vous dites sur Jean Castex. Pourquoi Macron a-t-il choisi pour second Premier ministre ce notable provincial de la 3e République, égaré dans la 5e, et qui par un effort surhumain est parvenu à accélérer un peu son débit oratoire, mais sur un ton monocorde et de façon répétitive, parce qu'il est, enfin voilà, il faut lire votre livre, mais c'est assez, vous croquez un certain nombre de personnalités, ce que vous dites également sur Didier Raoult, professeur de médecine qui a réussi à se faire plus gros que la sardine accusée de boucher le vieux port de Marseille. Il a déclaré un jour sans rire qu'il y avait eu 100 fois plus de morts dans les capitales que dans la cité phocéenne. Enfin, c'est Roselyne Bachelot aussi qui n'a pas réussi à ranimer la culture et qui est devenue célèbre grâce à son Covid. Voilà, vous êtes quand même féroce toujours, hein? Vous avez la dent dure.
Ah ben, avouez que quand même, on a renouvelé un peu les têtes d'affiches médiatiques. Absolument. D'abord parce que on est passé de la démocratie à la tout-vivocratie. Donc, les médecins ont déserté les hôpitaux pour s'asseoir dans les studios de télé. Voilà. Alors, c'est peut-être pour ça que on n'a pas toujours été très bien soignés, que on a pris du temps et parfois trop de temps pour trouver les remèdes indispensables. Mais les contradictions, je le notais tous les jours, parce que c'est un livre qui a été conçu et exécuté avec des notes quotidiennes, et même souvent, il y en avait plusieurs par jour. Alors, quand, par exemple, le gouvernement disait les masques ne servent à rien, et puis qu'on voit qu'aujourd'hui, on va les porter sûrement jusqu'en juillet et peut-être plus tard, quand le gouvernement disait les vaccins, bon, c'est pas pour tout de suite, mais c'est pas grave, et que on mourrait de plus en plus dans les hôpitaux. Et puis, attendez, il y avait pas que ça. Il y avait le fait que on nous assurait qu'il y avait des gestes barrières qui nous sauveraient, mais ils n'ont pas sauvé tout le monde, que les enfants n'étaient pas dans le coup, alors qu'aujourd'hui, on envisage très sérieusement de vacciner de 5 à 15 ans. C'est ça qui est intéressant dans votre livre, parce qu'on voit que ça a été fait au quotidien, et c'est cette accumulation d'informations. J'ai noté par exemple le test nasal est désormais le plus utilisé alors que la prohibition du coton-tige n'est toujours pas levée. Une semaine avant de décider de claquemurer 18 millions de Français, Macron déclarait: tant qu'il y aura des doses au frigo, je me refuserai à confiner. Le dimanche, Jean Castex réaffirme sa confiance dans l'AstraZeneca. Le lundi, Emmanuel Macron suspend toute vaccination. C'est vertigineux quand on suit effectivement ces notes que vous avez prises au quotidien. C'est cruel, hein, c'est très très cruel. Oui, mais d'un autre côté, je conçois que quand on ne sait pas soi-même, comme c'est le cas des politiques, et on se fie à des scientifiques qui n'en savent pas davantage, on ne peut pas faire progresser le schmilblick, hein, et on est obligé de changer d'avis tous les mois ou tous les trimestres. Moi, je voulais savoir, Monsieur Bouvard, est-ce que vous allez aller voter, et comment on fait pour aller voter avec les différents personnages que vous décrivez? Est-ce que ça vous donne encore envie d'aller voter? De toute façon, je suis un bon citoyen et un démocrate convaincu, donc je vais voter. Même lorsque les candidats me plaisent pas, ceux qui me plaisent pas, je vote pas pour eux. Ceux qui me plaisent, ils sont pas très nombreux, mais comme on peut en choisir qu'un pour aller à l'Élysée, c'est pas grave. Cela dit, à l'heure où nous parlons, j'avoue que je n'ai pas fait un choix définitif. Bon, je sais que il y en a que j'éviterai, qui d'ailleurs ne sont pas tellement triomphants dans les sondages. Je ne cite pas de nom parce que ça leur fera de la publicité. Je sais aussi que ceux que j'aime bien ne rencontreront peut-être pas la majorité nécessaire à se hisser au sommet, mais c'est quand même un moment de notre histoire, une fois tous les 5 ans, où la parole revient au peuple. Et comme je fais partie du peuple, que le reste du temps on ne me demande pas mon avis, j'irai voter. Vous pensez, si ça n'était pas interdit, je voterais plutôt 2 fois qu'une. Et quelle image vous avez d'Éric Zemmour, pour vous, sur ce personnage? Vous l'avez connu au Figaro, d'ailleurs. M. Zemmour, qui est un confrère, que je connaissais absolument pas. Je savais pas quelle tête il avait, et d'ailleurs, celle qu'il a m'emballe pas. Je ne savais pas ce
qu'il avait fait, qu'il préconisait. Alors, je sais aujourd'hui qu'il veut légaliser le cannabis et rétablir la peine de mort. Ben, ça permettra de droguer ceux qui vont aller se faire guillotiner. Je sais depuis à côté de lui, monsieur le Premier ministre, qui, avant d'être parachuté sur Matignon, régnait sur une commune de 6150 habitants, est à côté de lui un notable expérimenté. Parce que il n'a même pas été conseiller municipal dans son village. Alors, cela dit, s'il a de bonnes idées, ben, je crois qu'il faut qu'il les donne. Et pourquoi n'en aurait-il pas d'excellentes? Mais ça n'est pas sur lui qu'on doit compter pour les appliquer. C'est pas politique. La politique, c'est un métier. Le journalisme, c'en est un autre. Et j'ajouterais que j'ai plus de révérence pour les journalistes que pour les politiques. Oui, en même temps, dans le livre, vous dites que les journalistes français, à l'inverse des journalistes américains, ne posent jamais deux fois la même question et donc n'obtiennent souvent pas de réponse à leurs questions. Oui, mais je ne mets pas en cause mes confrères. Je trouve qu'ils font très bien leur métier. Bon, évidemment, ils ont tendance à appuyer là où ça fait mal, hein. Bon. Mais c'est un peu le rôle, d'autant que le public paraît préférer le genre d'articles où l'on décrit des malheurs plutôt que les articles où il y a des gens, mais ils sont de plus en plus rares, qui confient leur bonheur. Bon, il faut quand même suivre les clients, les lecteurs et répondre à leurs demandes. Je crois que si la presse est aussi catastrophiste, c'est parce que on vit une époque catastrophique et que les gens, même lorsqu'ils en souffrent, préfèrent les catastrophes. Philippe Bouvard, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous avez encore cet esprit, cet appétit de l'information? Vous êtes un journaliste au plus profond de vous-même, c'est peut-être ça l'explication? Je crois parce que le journalisme chevillé au corps. J'ai fait mon premier journal quand j'avais 6 ans. Par la suite, partout où je suis passé, j'ai fait des journaux. J'ai fait un journal à l'école communale, j'ai fait un journal au lycée. Quand je suis arrivé pour faire mon service militaire, j'ai créé un journal qui n'existait pas. Je pense que si j'avais été naufragé et réfugié sur une île déserte, j'aurais fait un journal pour les singes. Et ça vous manque, le Figaro, cette page que vous aviez dans le Figaro Magazine? Alors, bon, c'est vrai que j'ai pas compris, et d'ailleurs je suis pas le seul, pourquoi on m'avait fait quitter le Figaro Magazine après 42 ans de bons et loyaux services hebdomadaires. D'autant qu'il n'y a personne pour me remplacer que des inconnus. Mais j'ai trouvé refuge à VSD. Voici, j'ai été recruté par Midi Libre à presque 92 ans, hein, pour donner une chronique dominicale que je donne et qui est quand même un gros travail de réflexion et je dirais pas d'écriture parce que j'écris plus depuis longtemps, mais de dictée. Bon, j'ai fait toujours 2 émissions, mais plus courtes qu'à l'époque où je présentais mes grosses têtes sur RTL. Donc, je ne peux pas dire que je suis complètement retraité. Non, pas du tout. Même on voit que effectivement ça fonctionne très très bien et que vous êtes très actif. Gilles. Moi, j'avais une dernière question, Monsieur Bouvard, un peu provocante comme question que je voulais vous poser. C'est est-ce que c'est chiant de vieillir? Ennuyeux, on dit. Ennuyeux de vieillir. Écoutez, alors je vais vous dire. C'est pas drôle, c'est souvent un peu angoissant. Et d'ailleurs, j'ai un 69e livre qui est sur le chantier et qui fera suite à celui dont vous voulez bien parler aujourd'hui.
Et j'ai déjà trouvé un titre, difficile de devenir vieux, mais c'est la seule façon de ne pas mourir jeune. Très bien. Et il y a à la fin de votre livre, je précise, un dictionnaire tout à fait amusant et très pertinent de mots indispensables, des nouveaux mots de notre vie. Et il y a le mot vieillesse, et vous dites, elle a fait tellement de progrès qu'elle peut remplacer souvent les charentaises par des baskets. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup ri. J'ai été vraiment, j'ai beaucoup aimé retrouver votre esprit, et qui est rare. On va dire que je vous cire les pompes, comme on dit, mais c'est très sincère. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai ri, j'ai souri à chaque fois, et j'espère qu'on lira bientôt votre prochain livre, cher Philippe Bouvard. Ah ben, j'espère que j'en parlerai et avec vous, puisque maintenant qu'on se connaît, ça sera plus facile. Voilà. Mais, je voudrais dire quand même que si je m'accroche, parce que c'est le mot qui convient, c'est parce que j'aime ça. C'est parce que comme je ne travaille pas, je m'ennuie à mourir et que je ne veux pas mourir. Ouais. C'est aussi parce que j'ai cette vocation qui ne m'a jamais quitté, que je vis une époque passionnante, parce que je préfère donner mon avis dans les médias qu'au café du commerce, Ouais. parce qu'au café du commerce, il y a quand même moins de monde. Oui. Allez, une petite dernière qui m'a amusée. Le couchage de l'hôtel Matignon doit laisser à désirer, car une nuit, Jean Castex dort dans le train qui va à Nice, une autre dans le porte-avions Charles de Gaulle qui a regagné Toulon. Manque encore le camping-car et le village d'étoiles. Voilà, donc c'est... mais quand même, Jean Castex, c'est un petit peu votre tête de Turc dans ce livre. Ah ben j'en ai plusieurs, des têtes de Turc, j'en ai plusieurs. Ouais. Ben, d'abord, j'en ai une qui est M. Erdogan, qui est un vrai Turc. Oui. Et qui est un personnage éminemment dangereux et antipathique. Absolument. Ça, c'est une vraie tête de Turc. Merci. Et puis, j'ai tous ceux qui sont au pouvoir, Ouais. et même ceux qui voudraient être au pouvoir et qui n'ont pas plus de talent et d'idées que ceux qui veulent remplacer. Eh ben, merci Philippe Bouvard d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre, On s'en souviendra, c'est aux éditions de l'Archipel. C'est un vrai bonheur à lire. Ça se lit de façon extrêmement facile et on est vraiment content de retrouver votre esprit, votre humour, votre férocité. Merci à vous Philippe Bouvard. Eh bien, en retour, permettez-moi de ne pas dire, comme tout le monde dit aujourd'hui, merci à vous, Oui. ce qui est plus du sénégalais que du français, mais plus classiquement, je vous remercie. Je vous remercie Merci Philippe beaucoup. Bouvard.